Et salut tout le monde, c'est Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon. Normalement, la dernière, enfin l'avant-dernière vidéo de révision de chimie organique. Pour les écrits. Dans cette vidéo, on va parler donc des alcènes. Et c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue parce que du coup, les alcènes, c'est un chapitre assez gros de chimie orga. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses, comme on va pouvoir le voir. Notamment parce qu'on contrôle très bien à la fois la stéréosélectivité et à la fois la régiosélectivité. Donc ça va être un peu long. Et normalement, il restera juste une dernière vidéo sur la Diels-Alder, où pareil, on fera tout ce concernant la régie et la stéréosélectivité, pardon. Tout ça, ce sera un peu long aussi. Donc je tiens juste rapidement à rappeler que le but de ces vidéos, c'est juste de rappeler les différents points de cours et de justifier ce qui peut vous être amené de justifier à l'écrit. Évidemment, pour l'oral, plus vous en dites, mieux c'est, et je ne détaillerai pas tout comme je pourrais détailler en euros. Voilà, donc du coup, concernant les alcènes, du coup un alcène, déjà c'est quoi? C'est vraiment tout bête, hein, c'est juste une petite molécule comme ça, qui possède une double liaison carbone-carbone. Donc on ne prend pas non plus sur un truc qui est hyper rare. Et en gros, au niveau de la réactivité de base des alcènes, en fait elle est assez complexe. Vous allez avoir à la fois une réactivité nucléophile, puisque là ici du coup vous avez quelque chose qui est assez riche en électrons et qui peut donc venir taper de manière nucléophile. Mais c'est pas hyper nucléophile, hein, c'est assez peu nucléophile en soi. Vous avez aussi quelque chose qui est globalement électrophile, parce que c'est possible de venir taper sur l'un des deux carbones ici, et de venir simplement rabattre du coup un doublé non-liant sur le carbone d'à côté. Donc bon, mais c'est encore fait d'autant plus probable lorsque vous avez des groupes électroattracteurs un petit peu plus loin, donc par exemple sur ce genre de choses. Oh, une alpha non, donc ça par exemple on a pu le voir dans la vidéo sur les analates, où ce carbone-là est électrophile. Et évidemment du coup vous pouvez aussi faire on va dire des alcènes qui sont bien plus nucléophiles en rajoutant des groupes donneurs et électrodonneurs à côté de l'alcène. Enfin bon voilà. Et après vous pouvez faire une dernière chose, c'est que vous pouvez le réduire en alcane simplement. Donc le réduire comme ça, pour obtenir une liaison carbone-carbone simple. C'est également du coup un truc qui est assez riche les alcènes parce qu'on maîtrise bien la réactivité. Et l'idée c'est que, comme ici vous avez une double liaison carbone-carbone, la rotation autour de la liaison est pas possible. Et du coup, vous savez que vous allez avoir en fait comme régio, comme stérosélectivité, plein de trucs intéressants. Notamment partir d'alzène Z ou E pour obtenir des résultats différents. Enfin bon bref, du coup on peut essentiellement faire quatre choses en fait avec les alcènes que je vais essayer de répertorier ici. La première chose qu'on peut faire, ça va être simplement de partir d'un alcène et d'arriver à un alcool. Ok. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de partir d'un alcène et arriver à un diol. Cette fois-ci, on a, hop, deux groupes alcools. La troisième chose qu'on peut faire, qui sera rapide et qui va ressembler à celle d'avant, c'est partir d'un alcène et arriver à un dibrome. Voilà. Et la quatrième chose qu'on peut faire, c'est de partir d'un alcène et arriver à un alcane. Voire éventuellement, je vais le traiter aussi, partir d'un alcyne et arriver à un alcane, ou partir d'un alcyne et arriver à un alcène. On verra comment effectuer toutes ces réactions-là. Du coup, je vous propose sans plus tarder, de partir à la première réaction. Donc, alcène donne alcool. Donc l'idée c'est que pour ça, en fait il n'y a pas forcément grand chose à savoir. Essentiellement, ici ce qui est important c'est qu'on va pouvoir contrôler la régiosélectivité de la réaction. Je m'explique, je vais prendre un alcool, par exemple c'est l'alcool là. En fait cet alcool là, non pardon, je vais prendre cet alcène, pardon. Hop, on va pas mettre une double liaison ici. À partir de cet alcène là, je peux a priori obtenir deux alcools différents. Je peux obtenir cet alcool là, le premier que j'avais dessiné, et je peux obtenir cet alcool là. On voit que c'est deux alcools qui sont complètement différents, notamment juste parce que là j'ai un alcool tertiaire, là j'ai un alcool primaire. La question c'est donc, est-ce qu'on peut contrôler les conditions pour réussir à obtenir soit cet alcool-là, soit cet alcool-là? Bah ouais, on peut le faire, et on va voir comment le faire dans les deux cas. On va commencer par ce cas-là, parce que donc, on a l'alcool le plus substitué, parce que c'est le plus simple. On a une régiosélectivité qui va être dit Markovnikov. Ici on a une régiosélectivité qui sera dit anti-Markovnikov. Concernant juste rapidement du coup la stéréosélectivité de la formation d'alcool, comme a priori vous n'utiliserez pas d'espèce chirale dans votre milieu réactionnel et que l'activité optique elle ne se crée pas de nulle part, a priori vous obtiendrez les deux énantiomères quand vous en avez en proportion égale, donc en proportion 50-50, un mélange racémique quoi. Donc ici il n'y a que la régiosélectivité qui nous intéresse. En tout cas, donc la première régiosélectivité qu'on va avoir, c'est la régiosélectivité dite Markovnikov. Donc on va partir de notre alcène, hop, et on va essayer d'arriver à cet alcool-là. En fait, là, il suffit simplement de faire une hydrolyse en milieu acide. Donc de faire ce qu'on va appeler une hydratation de cet alcène. En fait, le mécanisme il est tout con et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on appelle une régiosélectivité dite Markovnikov. On va partir de notre alcène, on a vu que l'alcène était nucléophile. Comme on est en milieu acide, il va venir capter un H. La question c'est que maintenant on peut former, ici c'est où est-ce qu'on additionne le H, puisqu'on peut former deux carbocations différents. On peut d'un côté former ce carbocation là, et on peut d'un côté former ce carbocation là. Évidemment ensuite on va avoir addition de la molécule d'eau, qui va donc s'additionner soit là, soit là. Et donc en fonction, on va obtenir soit l'alcool qu'on voulait obtenir le premier, donc l'alcool tertiaire, soit l'alcool à l'inverse primaire.
Je crois que j'oublie un carbone de trop. Enfin bon, j'oublie un carbone ici, mais vous avez l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, ici, on obtient le carbone tertiaire. Et pourquoi on obtient ce carbone-là? Parce que du coup, en fait, on va simplement venir raisonner sur la stabilité du carbocation qu'on a formé. Et ici, on a un carbocation qui va être bien plus stabilisé que celui-là, parce que là, il va être stabilisé par, essentiellement, effets d'hyperconjugaison. Donc, qui sont des effets d'honneur d'électrons quand on a des carbones qui sont liés à d'autres carbones. C'est un effet purement quantique, purement orbitalaire, que vous avez peut-être vu quand vous avez fait de la chimie orbitalaire en prépa. Et donc ici, du coup, voilà, on a un carbone qui est plus stabilisé par hyperconjugaison, donc un carbocation plus stable, et donc on obtiendra essentiellement l'alcool tertiaire. Donc la sélectivité Markovnikov, c'est quoi? C'est qu'on forme toujours l'alcool le plus substitué. Le plus substitué. Et ça, c'est parce qu'on a donc un carbocation qui est plus stable. Maintenant, si on veut former le moins substitué, comment est-ce qu'on fait? Bah, du coup, pour faire ça, on va venir passer par un bore. Donc on va venir former même un borane. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire en termes de réaction? Donc l'idée, c'est qu'on va avoir donc notre alcène, hop, on va lui additionner du BH3. Comme on additionne le BH3, on va se retrouver avec une espèce borée, donc un borane. Et ensuite, à partir de là, on va partir de notre espèce borée. Donc c'est bien un bore et pas un brome. Hein. Et on va venir simplement donc, ajouter de l'H2O2 et un peu d'eau, enfin un peu de soude précisément. Et en gros, on va faire un traitement oxydant, et cet espace-là va pouvoir nous donner donc, de l'alcool. Essentiellement, on va venir remplacer le bore. Merde, on va pas très bien. On va venir remplacer donc le bore par un OH. Et donc, on va obtenir un OH, qui va du coup être là, quoi. Plus du coup du BOH 4 plus H2O. Concernant le mécanisme en soi de cette réaction, il n'est pas forcément à connaître. Cette étape-là, moi j'en ai vu un bout, mais c'est totalement hors programme. Donc essentiellement, si vous êtes curieux, c'est en fait c'est raisonner sur des complexes en fait. Hein, c'est raisonner sur le complexe de bord et faire des additions oxydantes. Puis des changements de ligand, mais bon voilà. Et juste à la limite, cette étape-là, ça peut être important de savoir comment ça marche. L'idée, c'est que vous avez donc votre bord qui est pas très électronégatif. Du coup, globalement, la liaison BH, en fait, elle est plutôt polarisée sur l'hydrure. Enfin, on pourrait faire quasiment un donneur d'hydrure en fait, ce truc. Et du coup, vous allez avoir donc votre BH sa petite lacune là comme ça, et vous allez avoir votre alcène donc, qui est un nucléophile qui va venir taper. D'ailleurs ici, on dit j'oublie que c'est BH2 donc on a plus tout à l'heure ici. J'ai complètement oublié son BH2. Donc on va avoir donc là aussi du coup, hop. Donc on va avoir donc ici l'aldouble liaison qui va venir taper sur le bord juste là, et l'hydrure qui va venir hop retaper ici sur ce carbone, ce qui du coup vous donne bien BH2. Et l'idée c'est que vous allez obtenir donc en fait, ce bord-là, enfin ce borane-là, et pas l'autre borane, donc pas le borane Markovnikov, parce que ici l'addition elle s'est fait essentiellement pour sous raison stérique, et du coup le côté le plus dégagé, en fait c'est le côté de double liaison qui est la moins substituée. Et du coup ça nous donne bien une régie sélectivité anti-Markovnikov, puisque là le carbone le plus substitué est celui sur lequel va s'ajouter l'oxygène, parce que c'est le carbocation qui sera le plus stable. Là, à l'inverse, le carbone le moins substitué est celui sur lequel va s'ajouter le bore, parce que c'est celui qui est le plus dégagé, donc le moins gêné stériquement. Voilà, et vous obtenez bien donc de l'alcool anti-Markovnikov. Concernant la stérosélectivité, pour Markovnikov, vous ne pouvez pas gérer grand-chose. Pour le borane, vous pouvez éventuellement mettre un bore chiral, et du coup, vous allez introduire de l'activité optique dans votre mélange, et donc vous allez vous retrouver avec éventuellement un énantiomère préférentiellement par rapport à l'autre, en fonction de si vous pouvez avoir un alcool chiral à la fin. Bon, ici, c'est pas le cas avec l'exemple que j'ai pris, mais ça pourrait être le cas, et donc dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, vous pouvez avoir de l'activité optique. Ok, donc ça c'était pour le bore. Ensuite, deuxièmement, on a vu qu'on pouvait faire des dioles. Du coup, pour les dioles, a priori, on va pouvoir faire deux types de dioles. On va pouvoir faire les dioles syn et les dioles anti. On part de l'alcène, et on peut a priori obtenir ce diol-là, qui va être du coup plutôt le diol syn, parce qu'ils sont à côté, ou le diol anti. Pour faire le diol syn, en fait, on l'a déjà vu, ça c'est dans la vidéo sur les oxydes de réduction en sup, donc c'est la vidéo numéro 5 si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, bon, je fais un petit rappel, hein, mais essentiellement c'est OSO4 avec de l'eau et avec un co-oxydant qui n'est pas du IOA4- ou du H2O4. Donc par exemple, du NMO, ça marchera tout à fait. Apparemment, c'est peut-être devenu un programme ce truc, mais bon, en tout cas, si ça l'est pas, j'ai détaillé ça dans ma vidéo de type. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est pour former le diol anti. Donc pour former le diol anti, en fait, on va passer par du MCPBA. On va faire une étape de préparation. Donc on va venir donc, mettre ici notre alcène. On va venir le mettre avec un composé un peu particulier. Et donc ce composé-là, c'est l'acide métachloro benzoïque, et c'est un hydroxyde benzoïque. Enfin, du coup, ici on voit qu'on a de l'eau oxygénée en fait. Et du coup, en gros, donc on va avoir en fait préparation d'un époxyde à partir de ces molécules-là. D'ailleurs, le solvant en général ici, on va pouvoir mettre du dioxane, hop,
On peut même mettre du l'éthyrdictylique ou du chloroforme. Le chloroforme c'est du HCCl3. Bon après c'est assez toxique donc on évite. Sinon on peut mettre simplement de l'éthyrdictylique. Hein. Mais bon ça peut brûler donc on évite aussi. Enfin bon, enfin il n'y a aucun solvant qui est parfait hein, mais vous avez l'idée, là il n'y a rien. Hop. Voilà. Ok. Du coup ici on va encore une fois venir utiliser la nucléophile Nintalsen pour venir former un époxyde. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va simplement avoir, en termes de mécanisme, ça qui capte le H, ça qui se rabat, et du coup à la fois ça qui vient s'additionner ici, et à la fois ça qui va venir s'additionner sur l'oxygène. On va donc obtenir un époxyde, plus du coup une autre molécule qui ne nous intéresse pas, qui sera a priori celle-ci. Moi j'ai mis un carbone en moins, mais voilà. Hop, OH, et puis de liaison. Okay. Mais cette molécule-là ne nous intéresse pas trop. Ce qui est intéressant, c'est l'époxyde. Pourquoi? Parce que du coup, ensuite, maintenant, il suffit juste de mettre l'époxyde avec de la soude. Il suffit juste de mettre donc l'époxyde avec de la soude. Hop. Et en contact de soude, on va avoir ici une ouverture en anti sur l'époxyde, puisque du coup ces deux carbones-là sont électrophiles, et donc on va mettre en fait, la soude qui est nucléophile, qui va venir donc attaquer ces carbones-là. On va avoir une SN, a priori ici SN2, et du coup la SN2, on sait que c'est une réaction qui se fait, enfin vous savez, avec la réaction de Walden, et du coup puisqu'on a la réaction de Walden, en fait on va obtenir directement l'alcool anti, qui était, enfin le diol anti, qui est donc le diol qu'on voulait. On a bien ici une attaque qui se fait donc sur ces deux carbones-là qui est électrophile, parce que je peux rapidement vous le justifier, parce que vous avez cette forme limite. Évidemment, comme actuellement on a des trucs symétriques, voilà. Si jamais vous avez donc des carbones qui sont pas symétriques parce qu'il y en a un qui est plus ou moins encombré que l'autre, enfin qui est plus ou moins des substituants par rapport à l'autre, l'attaque elle se fait sur le carbone qui est le moins encombré ici. Ça peut juste changer des choses, parce que du coup ça veut dire que si jamais là ça serait très encombré, là vous aurez l'encombrement, et là vous en aurez pas. Voilà. Ok, donc là c'était pour obtenir un diol anti. L'autre chose que vous pouvez faire, du coup, c'est obtenir du dibromé votre alcène. Donc 3 partir de votre alcène dibromé, donc plus Br2. Et du coup, vous allez pouvoir obtenir, encore une fois, soit le composé syn ou le composé anti. En fait, le plus simple, c'est d'obtenir le composé anti ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va simplement mettre le Br2 avec l'alcène. En fait, on va avoir un mécanisme, encore une fois, qui va ressembler au mécanisme précédent. On va former une sorte de bromonium, donc ça j'en ai parlé sur la chaîne aussi. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est donc que vous allez venir capter, hop. Vous allez encore une fois utiliser donc la nucléophilie de l'alcène pour venir attaquer le brome qui va aussi venir attaquer l'alcène qui est aussi un peu électrophile. Le brome là va partir, vous allez donc obtenir un pont bromé, on appelle un bromonium avec du Br-. Et là du coup on est exactement dans le même cas que tout à l'heure, le bromonium va ensuite venir attaquer soit ce carbone-là, soit ce carbone-là, et il va venir attaquer le plus dégagé stériquement. Bon ici c'est équivalent, hein, mais il va venir attaquer le plus dégagé stériquement. Et du coup encore une fois SN2, ouverture du coup du cycle, attaque en anti, et donc vous allez obtenir encore une fois le brome anti. Enfin le dibrome anti. Sachant que le bromonium, donc ce pont-là, encore une fois il y a deux formes limites, vous pouvez avoir celle-là ou vous pouvez avoir celle-là. Donc la forme sous forme de carbocation. A priori, les deux formes peuvent exister, ça dépend des substitutions que vous mettez. Et donc voilà, vous obtenez votre brome qui est donc anti. Si vous voulez former votre brome syn, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça c'est très bien aussi. L'idée c'est qu'on va commencer par mettre notre alcène avec du MCPBA pour en fait venir former un époxyde. Donc bon, MCPBA c'est un peu relou à dessiner. Voilà. Hop. Comme vous le mettez avec ça, on sait ce que vous allez obtenir votre époxyde. Ok, et ensuite maintenant il suffit juste de mettre ça avec un excès de dion Br-. Pourquoi? Parce que du coup dans une première étape on a vu que là on avait des carbones qui étaient électrophiles, et là du coup vous pouvez venir ouvrir en fait votre époxyde avec n'importe quel nucléophile. Donc avec de la soude OH-, oui, mais aussi avec des ions brome, enfin des ions Br-, des ions bromures. Donc du coup il suffit maintenant de mettre un excès de Br-. Vous allez avoir une première ouverture qui va donc vous donner ce composé. Comme ceci. Et ensuite, là maintenant, vous avez toujours un carbone qui est un peu électrophile. En particulier, si vous mettez en milieu acide, d'ailleurs, on va mettre en milieu acide, hein, j'ai oublié, mais le milieu est acide. Là maintenant, en fait, vous allez pouvoir venir réaliser une SN sur cet oxygène-là. Donc là, encore une fois, c'est voir le chapitre sur les alcools, hein, mais essentiellement, vous allez protoner l'alcool qui est là, et puis ensuite, vous additionnez avec le brome juste à côté. Hop. Évidemment, en plus, Br- est compatible en milieu acide, donc tout va bien. Et du coup, là, voilà, vous allez venir protoner par acide base votre alcool, et puis votre brome va simplement venir
réaliser une SN. A priori ça peut être 1 ou 2, enfin si c'est 1 vous allez obtenir du 50-50 c'est gentil, donc on va dire qu'on fait une SN2. Du coup bah par SN2 vous allez obtenir votre Bromsine, enfin votre dibromcine. Hop. Donc voilà, du coup pour obtenir le dibromcine, il n'y a que 3 doublés ici, 1, 2 et 3, lui il n'existe pas. Il faut penser au fait que vous puissiez quand même passer par l'époxyde dans tous les cas, parce que quand vous passez par un époxyde, vous n'êtes pas obligé de ouvrir avec de la soude pour former un diol. Ok. Et enfin, du coup, quatrième chose, du coup, c'est comment passer de l'alcène à l'alcane, et éventuellement comment passer de l'alcyne à l'alcane, ou comment passer de l'alcyne à l'alcène. Là, cette fois-ci, du coup, on va faire des réactions de réduction. Du coup, qui dit réduction, dit qu'on va mettre en présence du coup l'alcène ou l'alcyne, qui sont des formes oxydées de l'alcane, avec des réducteurs. Et du coup, il y a essentiellement des réducteurs qu'on va utiliser. Dans tous les cas, on va venir placer donc, du H2. Et en gros, le classique, c'est de mettre du H2 sur du nickel de Raney. Donc en catalyse hétérogène, hein, qu'on va pouvoir le voir juste après, ou du platine colloïdal. Globalement, là, on est bien sur quelque chose qui est hétérogène, parce qu'en fait, du coup, on va voir que cette réaction va se faire sur le nickel ou sur le platine, mais le nickel et le platine sont en phase solide, et H2 et l'alcène seront en phase gazeuse. Donc en fait, on va commencer par voir le mécanisme de cette réaction, et après, du coup, on pourra voir comment l'alcyne peut aussi se réduire, et comment est-ce qu'on peut passer d'alcyne seulement à l'alcène. Donc là, en gros, vous imaginez que vous avez donc votre solide ici, votre métal, donc c'est du nickel, voilà. Et là-dedans, en fait, vous avez à la fois donc un gaz ici, avec à la fois de l'alcène et du H2. L'idée, c'est que la première étape que vous allez avoir, c'est une étape qui s'appelle la physisorption. Physisorption. Donc en gros, l'absorption physique. L'absorption physique, en fait, ça traduit quoi? Ça traduit simplement le fait que vous avez le rapprochement de vos réactifs du métal. Donc en gros, les interactions vont être permises. Donc la physisorption, c'est juste ça qui se rapproche, et ça qui se rapproche. Ensuite, vous allez avoir la chimisorption. Donc la chimisorption, cette fois-ci, c'est plus simplement l'alcène et le dihydrogène qui se rapprochent physiquement du métal, mais vraiment ils réagissent entre eux pour venir se coller au métal, ils viennent s'absorber sur le métal. Donc chimisorption. Ça, du coup, ça va donner, ça en gros, pardon, ça va vous donner, si je représente, si je représente donc du nickel, voilà, vous allez obtenir un truc un peu comme ça. Là, évidemment, c'est que du nickel. L'idée, c'est que comme là vous avez du nickel solide, le nickel possède des électrons, et en fait par réaction radicalaire, il va pouvoir, radicalaire, il va pouvoir en fait venir mettre en commun ces électrons avec le H et venir casser les liaisons H2 et venir casser une des liaisons alcène. Je fais rapidement le mécanisme, mais du coup vous allez avoir le nickel ici, le nickel là, H, H, et vous allez avoir hop, un seul point, parce qu'il n'y a qu'un seul électron qui est mis en jeu. Hop, enfin du coup une flèche pardon, qui se termine par une flèche simple, je dirais pas une flèche double. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais en gros, vous avez une flèche comme ça et pas une flèche comme ça, quoi. Donc, ça, c'est non. Ça, c'est oui. Ok, du coup, ça, en fait, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner donc nickel, hop, H, et nickel, H. Et vous avez du coup la même chose pour l'alcène, avec le nickel, son petit électron, et puis du coup, hop, encore une fois, une flèche qui a une seule terminaison. Et donc, vous allez obtenir, hop, voilà. Avec ici, évidemment, H, 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 H. Ok, donc ça, c'était la chimisorption. Après, la troisième étape que vous allez avoir, je vais le noter derrière, la troisième étape que vous allez avoir, cette fois-ci, c'est la réaction. Vous avez quoi comme système? Globalement, vous avez du nickel qui est associé à du H, vous avez du nickel qui est associé à l'alcène. L'hydrogène étant plus petit que le carbone, je me permets de le rapprocher plus proche du métal, enfin du coup je le mets plus proche du métal. Donc là, vous allez simplement avoir réaction, encore une fois. Ici, vous allez avoir des flèches simples. Et du coup, vous allez retrouver avec, hop, votre alcane et votre nickel qui se revient avec tous ces électrons. Donc ici, encore une fois, voilà, des réactions radicalaires qui permettent au nickel de retrouver à chaque fois ses électrons de valence et qui permet du coup de venir recréer des liaisons carbone-hydrogène. Et enfin, du coup, en quatrième étape, vous avez la désorption. En gros, c'est simplement votre gaz, votre nickel et votre alcane qui repart dans le gaz. Hop. Du coup, au final, c'est 4 étapes. Donc, la première étape qui est une étape de physisorption, c'est donc simplement le rapprochement des espèces gazeuses auprès du métal. Ensuite, vous avez la chimisorption, donc c'est réellement la réaction des espèces gazeuses à proximité du métal avec le métal pour qu'ils viennent vraiment se fixer dessus. Ensuite, vous avez la réaction, donc là c'est simplement la réaction entre anciennement dihydrogène et anciennement alcène, qui sont désormais fixés au nickel, qui sert du coup vraiment de catalyseur. Et ensuite, vous avez la désorption, donc votre espèce qui retourne dans le milieu gazeux. Et du coup, maintenant, on peut juste se demander si ce mécanisme peut également être effectué avec de l'alcyne, donc qui traduit une triple liaison carbone-carbone. Du coup, ouais, totalement. Et en fait, c'est en fait un mécanisme exactement similaire, sauf que du coup, c'est l'alcène qui va repartir et pas l'alcane.
Et on peut se demander a priori, est-ce que c'est possible de s'arrêter à l'alcène lorsqu'on part de l'alcyne? Bah ça c'est aussi possible, parce que l'idée c'est que l'alcyne est plus réactif que l'alcène. Pourquoi? Parce que l'alcyne est beaucoup plus fin, beaucoup plus élongé, et du coup va venir s'approcher beaucoup plus proche du nickel. Donc il sera, voilà. Du coup ça va augmenter sa capacité à réagir avec le nickel, et du coup avec le métal de manière générale. Et du coup en mettant un métal qui est... en fait, ça veut dire que du coup, comme l'alcyne réagit plus que l'alcène, c'est possible de trouver un métal qui réalise un compromis et qui permet de réduire l'alcyne sans réduire l'alcène. Et du coup, notamment, ce catalyseur-là, on l'a trouvé. En fait, c'est du palladium de Lindlar, donc PD de Lindlar. C'est-à-dire que c'est du palladium qu'on a empoisonné hop, avec du sulfate de barium. Hop. Et du coup, lorsque vous mettez donc, du palladium avec du sulfate de barium, bah, vous allez partir de l'alcyne et simplement vous arrêter hop, à l'alcane. Vous ne pourrez pas, à l'alcène, pardon, vous ne pourrez pas aller jusqu'à l'alcane. Ça ne sera pas possible. Justement parce que l'alcyne est plus réactif que l'alcène, donc ça vous pouvez pas. Ok. Et bah là, du coup, maintenant, vous savez comment utiliser parfaitement toutes les réactions possibles pour les alcènes. Donc je fais un très rapide récapitulatif. Globalement, on a vu qu'on pouvait faire donc 4 types de réactions pour passer, 4 types en fait, de réactions à partir d'un alcène. On peut former un alcool. On va voir qu'on peut agir sur la régiosélectivité de cet alcool. On peut former un diol. On va voir qu'on peut agir sur la stéréosélectivité de ce diol. On peut former également un dibrome. Et ensuite, on peut réduire du coup cet alcène. Éventuellement, réduire l'alcène. Pour former l'alcool, on a vu qu'on avait un problème de régiosélectivité, puisque partant d'une double liaison, on peut a priori s'additionner d'un côté ou de l'autre de la double liaison. Et on a vu que du coup on avait deux types de mécanismes. Une régiosélectivité qu'on allait appeler Markovnikov, dans laquelle on allait former l'alcool le plus substitué. Pour ça on allait simplement faire une hydrolyse acide. Ici on ne peut pas contrôler la stérosélectivité. On peut également former une régiosélectivité dite anti-Markovnikov, où cette fois-ci on va venir aller sur on va venir en fait additionner notre alcool sur le carbone le moins substitué, c'est-à-dire le plus dégagé. Dans ce cas, on passe par un borane, on va obtenir du BH2, on traite ensuite ça avec de l'eau oxygénée et un peu de soude, et on obtient essentiellement ce qu'il faut. Ici, on peut jouer sur la stérosélectivité en mettant un borane chiral initialement. Pour former le diol, on a vu qu'on pouvait former un diol syn et un diol anti. Pour le diol syn, on l'a déjà vu un petit peu plus tôt, c'est avec du tétraoxyde d'osmium, de l'eau, un co-oxydant, par exemple la Nemo, ça marchera tout à fait. Il faut juste éviter le IO4- ou le HCO4 comme co-oxydant. Pour former le diol anti, on va devoir passer par un époxyde. Du coup, pour ça, on va prendre un MTPPA. Une espèce un peu comme ça, un peu moche. On va venir réaliser une réaction en poil complexe dans laquelle on va venir utiliser à la fois les nucléophilie du MCPPA et la nucléophilie de l'alcène et l'électrophilie de l'alcène, donc ce caractère un peu à la fois électrophile et nucléophile, pour venir arriver à un époxyde. En termes de solvant, on peut mettre par exemple du dioxane, ça marche tout à fait. Une fois qu'on a l'époxyde, on sait qu'on a deux carbones électrophiles, on va donc pouvoir faire une ouverture anti sur le carbone le plus dégagé, donc après le carbone le moins substitué, pour venir former notre diol anti. Hop. Encore une fois ici, on obtiendra les deux énantiomères puisqu'on n'a pas d'espèce chirale dans le milieu réactionnel. Pour finir former le dibrome, on peut faire un dibrome, enfin c'est pas vraiment un dibrome du coup, mais un carbone dibromé on va dire. Et on peut venir former soit encore une fois le dibrome anti, soit le dibrome syn. Pour former le anti, il suffit juste de mettre ça avec pour le coup du vrai dibrome. Et l'alcène en présence de vrai dibrome, donc naturellement former un bromonium, donc un pont bromé, avant d'avoir réaction exactement de la même manière que pour les époxydes, avec l'ion Br- restant, qui va venir attaquer en anti sur le côté le plus dégagé. On obtiendra donc ici le dibrome anti, sachant qu'on peut avoir du coup deux formes limites. Pour obtenir le dibrome syn, du coup il faut penser au fait qu'on peut former un époxyde et quand même virer l'alcool derrière. Donc par exemple on peut mettre du Br- en excès d'acide après avoir formé l'époxyde. On va d'un côté avoir ouverture du cycle par le brome et ensuite protonation de l'oxygène, puis de nouveau attaque du brome pour venir faire partir anciennement cet alcool. Et on obtient donc ici le dibrome qui est syn. Et enfin, pour passer de l'alcène à l'alcane, du coup, on va faire une réaction sur du métal en catalyse hétérogène. Et du coup, pour ça, on a 4 étapes: physisorption, chimisorption, réaction, désorption. La première, elle traduit simplement donc l'approche en fait du coup, de l'alcène et du dihydrogène gazeux proche du métal. La chimisorption, c'est vraiment la réaction de ces deux espèces avec le métal, donc vraiment sa fixation. Puis ensuite, une réaction entre les deux espèces fixées qui permet de former du coup l'alcane. Et enfin, la désorption, simplement l'alcane qui repart. Concernant les alcynes, comme c'est plus petit, c'est plus fin, ça va pouvoir s'approcher plus proche du métal, donc c'est plus réactif que l'alcène. Donc forcément, si vous mettez un alcyne dans ces conditions, vous obtiendrez votre alcane, dès lors que vous mettez évidemment deux équivalents de H2. Et du coup, si par hasard vous voulez vous arrêter à l'alcène, mettre un seul équivalent de H2, ça marche pas génial, parce que en fait vous allez obtenir une partie d'alcane, une partie d'alcyne, une partie d'alcène, vous obtiendrez des produits croisés, ça sera pas ouf. Du coup, ce que vous pouvez mettre, c'est du palladium de Lindlar, donc du palladium avec du sulfate de barium. Et dans ce cas, ça c'est juste pas suffisamment bien pour pouvoir réduire les alcènes, mais c'est quand même suffisamment bien pour pouvoir réduire les alcynes. Donc pas de problème, vous arriverez à passer de votre alcyne à l'alcène et vous arrêterez là sans aucun souci.
Voilà, du coup c'est tout concernant les alcènes, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. On arrive à quasiment 25 minutes de vidéo, donc je vous avais promis que ce serait un gros chapitre, c'est un gros chapitre. Il reste plus que la DLSALDR que je vais essayer de faire bientôt. Et après normalement on aura terminé toutes les révisions de chimie organique. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, et en espérant vous voir pour la dernière vidéo de cette série, je vous souhaite une très bonne journée et de bonnes révisions.